Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc sur cette table ronde, je vous invite à un long voyage à travers le temps, un voyage qui va être nimbé de mystère, qui va nous inviter à remonter aussi loin que plongent les racines de nos origines. Un voyage qui commence il y a 3,8 milliards d'années et que nous allons faire en compagnie de Monsieur Pierre Bordage. Alors je ne sais pas s'il faut encore vous présenter aux Utopiales. Si, présentez-moi parce qu'il y en a plein qui m'oublient en fait. Une table ronde à l'autre, c'est vrai. Donc vous avez été président des Utopiales pendant une dizaine d'années, de 2000 à 2011. Vous avez été l'année dernière lauréat du prix extraordinaire pour l'ensemble de vos œuvres. Voilà, vous avez une cinquantaine d'ouvrages à votre actif, dont un sur lequel on va sans doute revenir, qui s'appelle Exquise Planète, où on a, donc c'est un cadavre exquis qui est écrit à plusieurs mains, qui raconte la genèse d'une planète depuis sa formation, son accrétion, jusqu'à l'émergence d'une forme de vie et après son développement et plein d'autres choses pour ne pas spoiler l'histoire. Et donc c'est un ouvrage que vous avez écrit à plusieurs mains, que vous avez écrit avec Roland Le Houx, notre président honoraire des Utopiales, avec l'archéologue Jean-Paul Demoule, et transition parfaite avec aussi monsieur Jean-Sébastien Steger qui est parmi nous. Donc vous, monsieur Steger, vous êtes paléontologue au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Vous avez écrit entre autres La Terre avant les dinosaures. Donc là on est sur une période un peu plus récente, c'est à peu près 250 millions d'années, voilà. Mais vous êtes aussi spécialiste de la reconstitution des écosystèmes complexes à partir de traces de ce qu'on peut trouver dans le passé. Donc ça va être très intéressant d'avoir cette expertise-là pour voir un petit peu comment on peut retrouver des traces de vie, essayer de deviner quel a été le scénario de leur apparition. Et vous êtes même allé au-delà puisque vous avez fait un ouvrage paléontologique sur les animaux du futur, que je vous invite à consulter à la librairie. Et notre dernier compagnon de voyage, Marc-André Sellos. Voilà. Donc vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris ainsi qu'à l'Université de Gdansk en Pologne. Vous êtes mycologue, donc spécialiste des champignons et des associations symbiotiques entre différentes espèces. Et vous êtes également botaniste, voilà, président de la Société botanique de France. Et vous êtes membre correspondant de l'Académie d'agriculture. Et vous vous intéressez beaucoup, on l'a vu dans de précédentes conférences, au microbiote et aux microbes. C'est parfait. Tout le monde est à bord, donc on va pouvoir reprendre notre machine à voyager dans le temps et revenir il y a 3,8 milliards d'années en arrière. Donc là, on arrive sur une Terre qui est très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est à s'y méprendre les paysages du Mordor. C'est bien ça, monsieur Steger ? Oui, c'est une belle comparaison, effectivement. Beaucoup de volcans, assez peu encore de terre émergée par rapport à ce qu'il existe aujourd'hui. Une terre un peu plus chaude qu'aujourd'hui également, avec pas mal de mer donc, et d'environnements côtiers. Intéressant pour nous, paléontologues et biologistes en général, puisque c'est là que les premières formes de vie apparaissent, enfin, en tout cas telles qu'on les connaît à l'état fossile, c'est-à-dire des traces organiques, des restes plutôt organiques, de ce qu'on appelle des stromatolites, c'est-à-dire des espèces de sandwich d'algues et de bactéries et de sédiments et d'algues, de bactéries et de sédiments, etc., qui forment des sortes de... J'aime bien souvent utiliser ce terme-là, de chou-fleur ou de colonne. En fait, ça part un peu dans tous les sens. Il y a des formes diverses et variées, des tailles aussi différentes. Il y a des micro-stromatolites, il y a des mésos, il y a des méga-stromatolites qu'on connaît à l'état fossile, alors pas de cette époque-là, mais un peu plus récente, qui font plusieurs mètres de diamètre, hein, des espèces de choux-fleurs géants carbonatés et fabriqués en fait par des associations de bactéries essentiellement. Et donc on a ça à l'état fossile et j'ai des collègues qui travaillent d'ailleurs uniquement là-dessus. Et le record pour l'instant c'est 3,8. Effectivement, ça a été pendant un moment 3,5 milliards d'années, pardon, on est en milliards d'années. La Terre s'est formée il y a 4,55 à peu près, ou 4,52, je ne sais plus exactement. Et donc, finalement, en assez peu de temps, à l'échelle des temps géologiques, encore une fois, on a l'émergence d'une vie, non pas primaire ou ancestrale, mais une vie déjà bien développée, puisqu'on a des formes et des tailles diverses et variées.
Alors avant, là, on a déjà fait un pas, peut-être un petit peu trop loin on a déjà cette vie qui a émergé avec les stromatolites, mais remontons juste ce pas en arrière, où il n'y a pas encore de vie, donc on est sur cette terre qui est pelée finalement, sur laquelle il n'y a rien, il n'y a pas d'oxygène, et elle est a priori totalement inhospitalière. Donc sur cette terre primaire, il va falloir quand même un certain nombre d'ingrédients pour que la vie apparaisse avant que ces stromatolites ou peut-être ceux qui les a précédés n'apparaissent. Il faut qu'il y ait ces ingrédients de base. Donc est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, par exemple, Monsieur Sellers, quels sont les ingrédients nécessaires à l'apparition d'une vie, aussi bien sur Terre que ailleurs d'ailleurs? Alors, c'est pas très facile parce qu'on peut donner les ingrédients de la vie aujourd'hui. Ça, c'est pas difficile. Hein. Il suffit de se brûler un doigt dans un analyseur et de faire une chromatographie après de tout ce qui sort. Puis on voit très bien ce dont c'est constitué. Et ça veut pas dire que ça a commencé comme ça. On y reviendra peut-être. En tout cas, la vie telle qu'on l'a aujourd'hui, ce qu'elle demande, c'est d'abord c'est une réaction chimique complexe, et cette réaction chimique fait des molécules qui, pour grandir, réagir, remplir leurs fonctions, ont besoin d'un squelette. Et ce squelette, chez nous, c'est le carbone. Bon, le carbone, l'atome de carbone, il a ceci de bien, c'est qu'il peut se lier à 4 autres atomes, donc ça permet de faire un peu du Lego, quoi, hein, ça permet de faire des liens dans tous les sens. Donc il faut un squelette. D'aucuns disent que le silicium pourrait être un autre squelette, mais enfin on ne connaît pas de vie qui est basée sur le silicium, voilà. Il faut des conditions où ces liens qu'on établit, ils restent au moins aussi longtemps qu'ils sont censés rester pour que les fonctions soient remplies. Donc il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de radiation. Alors là, la magnétosphère est un point vraiment important, quoi, hein, qui arrête les radiations solaires. Très très longtemps d'ailleurs, il y aura quand même des radiations UV, donc tant qu'il n'y aura pas d'écran d'ozone, il n'y aura pas de vie sur Terre. Ça va se réfugier plutôt au fond de l'eau, hein, pour se protéger. Donc des gros coups de soleil pour le coup. Voilà, et puis après on décore le carbone avec d'autres atomes. On peut vraiment mettre un peu tout ce qu'on veut dessus, du phosphore, de l'azote, de l'oxygène, de l'hydrogène. Ça, c'est les ingrédients actuels. La grosse question est de savoir, alors c'est probablement aussi les ingrédients de ce que tu décris, cette première vie qui succède au bout de quelques centaines de millions d'années à la formation du globe terrestre. La vraie question, c'est est-ce que ça a commencé comme ça? Parce que si vous regardez aujourd'hui une voiture, et que si vous passez 2 siècles en arrière, il y a un cheval devant, quoi. Et c'est pas en voyant une voiture aujourd'hui qu'on devine le cheval. Et ça, c'est toute la question de savoir si ça a vraiment commencé comme c'est maintenant. D'autant que les conditions ont beaucoup changé depuis lors, à cause de la vie, justement. Par exemple, il y a de l'oxygène maintenant, et qu'il n'y avait pas alors. Et donc, peut-être que les données du problème, les données physico-chimiques de qu'est-ce qui peut se passer de vivant à l'époque, n'étaient pas les mêmes. Alors, on a parlé donc de ces ingrédients de base du carbone. Il y a l'eau liquide aussi, qui doit être un élément clé. Sans eau liquide, a priori, il n'y a pas de vie telle que celle qu'on la connaît. Ceci dit, est-ce qu'on peut imaginer un scénario où, parce qu'à chaque fois qu'on parle de recherche de vie, on parle d'une recherche de vie sur des planètes rocheuses. Donc, on dit souvent qu'il y a cette notion il faut qu'il y ait une encre pour que la vie puisse commencer à se développer. Est-ce que c'est envisageable, par exemple dans un scénario de fiction, d'avoir de la vie qui se développe sur une géante gazeuse ou sur, pourquoi pas, même sur une étoile, je ne sais pas. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, Carental? Non, je suis jamais allé sur une planète gazeuse, bizarrement. On ne sait pas parce qu'on n'a pas observé l'intérieur des galaxies. Enfin, à ma connaissance, on n'a pas trop observé l'intérieur des planètes gazeuses, donc on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Il y a CIMAC qui avait dans Demain les chiens qui inventent des droneurs, des gens qui se baladent dans l'atmosphère jupitérienne comme ça, qui sont des sortes d'autochtones étranges. Mais moi, je ne peux pas répondre à cette question dans la mesure où mon modèle à moi, c'est la Terre, c'est une planète solide. Et que pour l'instant, la vie qui se développe à certaines conditions dont vous parliez, sur l'oxygène, l'eau, etc. Et que je ne vois pas trop comment on pourrait faire autrement. Donc, comme il m'intéresse plutôt de parler de l'humain dans des situations extrêmes, par exemple sur de nouvelles planètes, comme on avait fait pour X planète d'ailleurs, c'est plutôt, je vais m'intéresser à des formes de planètes qui ressemblent à celles de la Terre. Je ne vois pas comment je pourrais inventer des personnages qui
qui évolueraient dans une atmosphère purement gazeuse, bien qu'on découvre directement sur Terre, dans le fond des eaux, dans les abysses d'ailleurs, des créatures tout à fait étranges qui échappent à toute définition de la vie qu'on croyait valable autrefois. Donc voilà, mais pour l'instant je ne vois pas imaginer des formes de vie dans les planètes gazeuses.